Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous visio qui s'inscrit donc dans le cadre du 4e sommet de l'innovation agricole en partenariat avec le Salon Tech Élevage. Alors, l'environnement est le fil conducteur de la rentrée, c'est aussi le fil conducteur des 4 conférences visio programmées depuis le 14 septembre et donc jusqu'au 5 octobre. Les 2 premières conférences ont permis d'aborder les logiques de démarche carbone en agriculture et puis la durabilité des géomembranes en élastomère, EPDM. Alors aujourd'hui, focus sur les réserves d'eau, sur les réserves d'irrigation, particulièrement sur la réglementation qui les encadre, les enjeux aussi de tels projets de stockage. Et puis nous aborderons un angle peut-être plus inhabituel lorsqu'on parle d'irrigation. Dans quelle mesure ces étangs peuvent-ils contribuer au développement ou au maintien de la biodiversité du milieu? Voilà, le sujet est posé. Donc pour en parler avec nous, donc, 3 invités. Catherine Kaplinck, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes agricultrice en Sarthe et secrétaire générale à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Nicolas Pied, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes conseiller spécialiste de l'eau et de l'irrigation à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Et puis, 3e invité avec nous, Ambroise Bécaud, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes conseiller en agriculture et biodiversité. Donc, c'est avec vous qu'on traitera cet angle original de la biodiversité en lien avec les réserves d'eau. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Catherine Kaplinck. Pourquoi, selon vous, la création de réserves d'eau est un levier important pour l'évolution de l'agriculture et la compétitivité, certainement, de l'agriculture nigérienne? Alors, tout d'abord, au regard du changement climatique, l'accès à l'eau est indispensable pour l'ensemble de nos exploitations agricoles. Tout d'abord, pour le maintien d'élevage à travers l'autonomie fourragère. Ensuite, pour la mise en place de contrats sur des cultures spéciales, en particulier des cultures maraîchères, pour toutes les agricultures, y compris l'agriculture biologique. Aussi, pour les questions assurantielles, on l'a bien vécu ce printemps avec tous les aléas climatiques liés au gel pour nos arboriculteurs et la viticulture. Et puis enfin, un sujet très, très important, qui est celui de la transmission des exploitations agricoles. Aujourd'hui, dans notre région, nous avons 30 à 38% des exploitations qui sont en cours de transmission. Et un certain nombre de cédants se posent la question d'aider les jeunes par la mise en place de projets d'irrigation. Par ailleurs, il y a aussi, tout cela s'inscrit bien dans une vision globale de l'accès à l'eau que nous avons définie à travers nos stratégies eau qui a été adoptée par la Chambre des Pays de la Loire en janvier 2020. Il s'agit pour nous de développer une agriculture moins dépendante à l'eau et travailler sur l'efficience de la ressource. Donc, à la fois à travers les questions agronomiques, capacité des sols à retenir l'eau, des nouvelles variétés, les rotations, et puis développer des conseils globaux sur l'efficience de l'eau auprès de nos agriculteurs. Après, il y a aussi un sujet qui est important, c'est d'assurer une meilleure gestion des prélèvements et accompagner à la mise en conformité dans un cadre réglementaire en évolution. Donc, dans un premier temps, travailler sur la gestion collective de l'eau, accompagner les agriculteurs sur des projets de substitution par rapport au prélèvement à l'étiage, parce qu'effectivement, nous avons sur un certain nombre de bassins des disponibilités pour capter l'eau l'hiver, et puis travailler sur l'identification des plans d'eau qui sont existants, pour peut-être certains les rendre à l'irrigation, les autres les déconnecter du milieu, pour permettre aux agriculteurs de ne pas être dépendants des arrêtés cas de sécheresse. Et puis enfin, la question donc, qui est notre sujet d'aujourd'hui, c'est de mobiliser de nouvelles ressources en partenariat avec les acteurs du territoire. Donc, par exemple, travailler sur la mise en place d'eau d'irrigation sur des carrières, réhabiliter les plans d'eau, et puis accompagner les agriculteurs sur des projets individuels ou en petits collectifs de nouvelles réserves. Bien, merci Catherine Kaplinck d'avoir posé déjà ces choses et de resituer dans le cadre d'une ambition régionale. Nicolas Pied, donc vous, c'est l'irrigation, c'est votre sujet, la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Alors, avant de questionner cette question particulière de la biodiversité, on va faire un rappel du cadre réglementaire. Quelles sont les conditions pour créer des réserves d'eau et aussi les conditions techniques? Voilà. Alors, un prélèvement d'irrigation, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, de base, il est soumis
deux grandes réglementations, deux points importants. Il faut qu'ils soient déclarés et autorisés par l'administration et la DDT de chaque département. Et aussi, il faut que les volumes prélevés soient déclarés auprès de l'Agence de l'eau. Une des difficultés pour mobiliser de l'eau, pour irriguer, notamment pour la création d'une réserve, il faut savoir déjà avant tout déterminer les besoins de chaque exploitation. Ces besoins ils vont être vus en fonction des assolements et notamment des cultures à irriguer. En fonction du type de terre, on va déterminer la quantité d'eau que chaque hectare a besoin et on va comme ça pouvoir déterminer le volume d'une réserve qui sera nécessaire pour l'irrigation. Et après, il va falloir réussir à identifier la ressource en eau qui sera mobilisable. Donc, on a trois moyens importants pour remplir une réserve. Donc, ça peut être soit du pompage en cours d'eau ou en dérivation, soit un pompage dans un forage, soit du ruissellement. Et chaque projet donc, aura besoin d'identifier la ressource à l'origine du remplissage. Donc, le choix de cette ressource va dépendre de trois points, de l'accessibilité technique, du coût et aussi de l'accessibilité réglementaire. Alors, une des difficultés majeures, ça va être justement cette accessibilité réglementaire aujourd'hui qui va poser le plus de difficultés pour réussir à faire un projet. Donc, il y a 4 textes réglementaires qui vont délimiter le cadre de la création d'une nouvelle réserve ou de la mise en conformité d'une réserve. Donc, dans un premier temps, on a la loi sur l'eau, qui est en quelque sorte la déclinaison française de la directive cadre sur l'eau, qui va réglementer donc, tous les prélèvements, la création de nouveaux prélèvements, mais aussi, c'est ce qui est à l'origine des autorisations de prélèvement. Donc, ça va, donc, je reprends. Excusez-moi, un petit bafouille. Donc, la loi sur l'eau, donc, elle va réglementer la création des prélèvements, mais aussi de l'ensemble des prélèvements déjà existants sur lesquels il va y avoir donc, des autorisations de prélèvement. Et à ce titre-là aussi, chaque projet qui va avoir un impact sur le milieu aquatique fait l'objet aussi d'une procédure d'autorisation environnementale. Cette procédure, en fait, elle a différents niveaux. Le premier niveau, c'est la déclaration, et le niveau plus relevé, c'est l'autorisation. La différence va dépendre, donc si on relève d'un niveau ou de l'autre, ça va dépendre de différents critères, notamment la surface d'un projet. Par exemple, sur un plan d'eau, quand on passe les 3 hectares de surface en eau, on va être en autorisation. Ça va dépendre, par exemple, aussi de la présence de zones humides et de la surface potentiellement impactée. Ça va dépendre des débits de prélèvement, du type de ressources prélevées, si on est en superficiel, en souterrain, ou de l'ouvrage, du type d'ouvrage que l'on va faire. Le premier texte important. Deuxième texte, là on a une échelle, on va dire régionale, à l'échelle Loire-Bretagne, c'est le SDAGE. Il y a des zonages qui sont définis dans le SDAGE, qui vont être mis selon les disponibilités observées sur le territoire, avec des prescriptions spécifiques, c'est-à-dire donc on peut avoir notamment des débits qui sont différents de prélèvements en fonction des secteurs sur lesquels il y a différents critères qui sont mis. Et aussi, le SDAGE nous demande d'avoir un intérêt économique pour la création d'une nouvelle réserve. Après, sur des niveaux plus locaux, on a chaque SAGE qui peuvent avoir des études spécifiques, notamment de volume prélevable, qui vont avoir un impact sur la faisabilité d'un projet, ou avec des dispositions spécifiques, par exemple sur certains SAGE. Donc, on a impossibilité de détruire des zones humides, c'est un exemple qu'on peut avoir. Donc, le SAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau qui se fait vraiment à l'échelle d'un bassin versant. Par exemple, dans les Pays de Loire, on a le SAGE Haute-Thion, le SAGE Sarthe-Aval, enfin voilà. C'est des masses d'eau quand même assez grandes sur lesquelles on a après des sous-ensembles. Et enfin, quand même, on a l'arrêté cadre étiage dans chaque département qui va déterminer des restrictions d'irrigation en période estivale simplement. Et donc, c'est à partir de ces 4 niveaux réglementaires, on va décliner toutes les possibilités. Donc là, je vous mets la carte des zonages quantitatifs qui est vraiment très importante parce que ça va définir en fait les zones qui sont les plus en tension.
Ici, on voit donc les ZRE hydrographiques en jaune, c'est ce qui est considéré comme les zones les plus en tension. Et les zonages bleus 7B2, c'est les zonages sur lesquels il y aura, on va dire, des dispositions qui seront moins contraignantes. Et les zonages 7B3, c'est les zones intermédiaires sur lesquelles, au même titre que les ZRE, on n'a plus le droit de faire des nouveaux prélèvements à l'étiage, on peut seulement faire des prélèvements hivernaux, les nouveaux. Hein. Les nouveaux prélèvements sont seulement hivernaux. Donc, ces zones-là sont particulièrement indiquées pour créer des réserves, car il faut donc stocker l'eau l'hiver pour la réutiliser l'été. Alors, en termes de typologie de réserve, on a différentes, voilà, on rencontre différentes choses. On a des réserves plutôt qui sont dites tampons, qui sont connectées au milieu et qui vont servir, qui vont être là pour des raisons techniques. Donc, on va faire un pompage, soit en forage, soit en cours d'eau, et on va remplir une réserve. Et après, l'eau, elle est reprise dans cette réserve. C'est souvent quand on a un problème de débit, notamment dans des forages. C'est des réserves qu'on rencontre et qui sont soumises aux arrêtés sécheresse parce qu'elles sont directement liées au milieu en période estivale. Par contre, on a aussi après les réserves, les retenues collinaires alimentées par du ruissellement, du drainage ou les retenues qui sont vraiment déconnectées en période estivale et bien étanches avec de l'argile. Elles ne vont pas être concernées par les restrictions estivales parce que ce sera un prélèvement hivernal qui sera fait, qui servira donc à remplir ces réserves. Et donc, c'est ce qu'aujourd'hui l'administration veut favoriser pour faire en sorte d'avoir un impact moindre sur les débits d'étiage des cours d'eau et qui aussi donc permet, on va dire, une meilleure résilience justement par rapport au réchauffement climatique parce qu'on va réussir à prélever de l'eau à un moment où elle est plus abondante et pour pouvoir réutiliser l'été. Donc comme ça, en fait, ça favorise vraiment cet aspect-là. Et en plus, ces réserves ne sont pas concernées par les restrictions, car on estime que le prélèvement, il est hivernal. D'un autre point de vue technique, il y a des choses qui sont très importantes pour la réalisation d'une réserve. Ça va être de vérifier la qualité du sol. Si on est dans un sol sableux, ça sera très compliqué de faire, par exemple, une réserve déconnectée à base d'argile. Il va falloir aussi, dans le choix de la localisation d'une réserve, si on veut la remplir en ruissellement, donc calculer, voir quelle surface de bassin versant on va collecter qui va pouvoir remplir la réserve. Et donc, en fait, ces réserves collinaires, notamment, ne sont pas toujours simples à pouvoir installer. Parce que s'il n'y a pas de bassin versant et pas d'écoulement, ce sera impossible à remplir. Et enfin, ça peut être le choix de la localisation peut se faire par la présence d'un cours d'eau à proximité ou d'un forage qui va permettre un remplissage si du ruissellement ne peut pas être collecté. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est une solution possible, le remplissage par forage ou cours d'eau, mais qui ne sera pas forcément à privilégier car on a des coûts électriques de pompage derrière. Et enfin, un autre aspect qui sera important, c'est le dimensionnement du système de pompage et du réseau derrière. Si on a un parcellaire notamment qui est très éclaté, eh bien, on se rend compte qu'économiquement, ça peut être des fois compliqué d'amortir un équipement d'irrigation. Au contraire, si on a un parcellaire très regroupé avec une ressource centrale, ce sera plus simple de faire un réseau d'irrigation qui sera économiquement intéressant. Donc, au-delà des aspects réglementaires, il y a aussi des aspects techniques qui vont permettre de déterminer la rentabilité économique d'un projet et qui va faire qu'un projet puisse aboutir. Merci Nicolas Pied. Voilà, donc si vous avez s'il y a des besoins au niveau des agriculteurs, la Chambre d'agriculture, bien sûr, des Pays de Loire peut accompagner les projets. Il ne faut pas hésiter à me contacter s'il y a des besoins. Bon, merci pour ce premier exposé. Donc, cet exposé qui pose aussi certains rappels nécessaires. Alors, c'est avec vous Ambroise Bécaud, donc conseiller à agriculture et biodiversité à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, que l'on va particulièrement aborder cette question de biodiversité. Quel lien entre des réserves d'eau et la biodiversité, puisque les réserves d'eau, le stockage, c'est d'abord fait au service de l'agriculture, pour les cultures évidemment, pour la rentabilité, toutes les questions qu'on s'est posées, tous les sujets qu'on a abordés tout à l'heure. Alors, on pourrait se dire, ces retenues d'eau, elles sont artificielles, elles contraignent les niveaux d'eau, donc forcément, ce n'est pas favorable au développement de la biodiversité. Mais est-ce que ça, on en est sûr ? Alors,
Ce qu'il faut savoir, c'est que les étangs, qu'ils soient agricoles ou pas, ont souvent une origine anthropique. Donc, de ce point de vue-là, c'est cette artificialité qui était décrite à l'instant. Cette origine n'empêche pas ces pièces d'eau de constituer des habitats attractifs. In fine, c'est davantage dans leur configuration, dans les modalités de gestion et dans la gestion des niveaux qu'on va avoir une incidence sur la biodiversité. Concernant la variation de niveau, et les étiages, c'est un vrai sujet qui peut être une réelle contrainte pour un certain nombre d'espèces, mais une opportunité pour d'autres, car ça va créer des conditions de milieu qui vont mieux correspondre à leur écologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'étude menée sur les 30 réserves qui ont servi d'échantillons pour notre étude, 90% des réserves n'ont jamais connu d'assec complet sur les 30 à 40 années de leur existence. Voilà. Ce qui nous a amené à nous poser la question de la biodiversité des réserves d'irrigation, c'est la curiosité des partenaires du réseau Arbre. Alors, Arbre pour agriculteurs respectueux de la biodiversité et des richesses de l'environnement. C'est un réseau d'agriculteurs qui s'engagent volontairement dans l'intégration de la biodiversité dans leur système d'exploitation. Et ça, c'est quelque chose c'est un réseau qui est accompagné par la Chambre d'agriculture en Maine-et-Loire, le CPIE Loire-Anjou, la Fédération des chasseurs, l'École supérieure d'agriculture et avec un soutien depuis maintenant un peu plus de 10 ans par le département de Maine-et-Loire. Ce qu'il faut savoir aussi, je dois préciser que nous avons été accompagnés d'une stagiaire, Ouna, qui a réalisé un travail conséquent entre 2019 et 2020 sur ce travail d'étude. Donc les partenaires se sont penchés sur ce sujet parce que la biodiversité des réserves d'irrigation les interpellait, dans le sens où à la fois un plan d'eau, c'est un habitat potentiel, et à la fois, quand on est une réserve d'irrigation, ce potentiel est régulièrement décrié. In fine, quand on a prospecté un petit peu plus le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de références bibliographiques existantes, tout simplement parce qu'en fait, le monde naturaliste s'est très peu penché sur le sujet. Donc en fait, aujourd'hui, l'idée qu'une réserve d'irrigation ne soit pas support de biodiversité, c'est davantage un a priori qui peut être fondé dans certains cas, mais qui ne l'est pas systématiquement. Dans notre cas, on s'est donc penché sur une trentaine de réserves d'irrigation, principalement dans le réseau Arbre, et sur quelques réserves d'irrigation du groupement Pomme Évasion, qui est un groupement d'arboriculteurs. Et les agriculteurs ont donc mis leurs réserves à contribution pour qu'on puisse en faire une description morphologique et puis des relevés biologiques sur des groupes considérés comme révélateurs ou indicateurs de qualité de milieu. C'est notamment le cas des végétations aquatiques, ou des végétations au sens plus large, des végétations qui environnent ces pièces d'eau. Donc, on retrouve dedans des végétations aquatiques, mais pas uniquement, on va le voir tout à l'heure. Et puis de groupes comme les libellules, donc tout ce qui tourne autour des odonates. L'étude de ces 30 réserves nous a permis d'établir des fiches de recommandations d'amélioration ou de gestion individuelle pour chaque réserve, et la compilation de ces travaux nous a permis d'établir une liste de facteurs plutôt favorables que l'on a consigné dans un guide que l'on va parcourir maintenant. Sur les pages qui sont projetées, vous voyez que dans les paramètres, il y a notamment ceux de l'implantation et de la morphologie. Donc, on va recommander plutôt des implantations dans un relief capable de capter des ruissellements, c'est ce qui était, ou des drainages, c'est ce qui était tout à l'heure évoqué par mon collègue, mais hors zone humide. En matière de morphologie, on va privilégier des formes qui ne vont pas être trop géométriques, pas trop régulières, donc avec des dégitations, c'est-à-dire des renflements par endroits, avec une queue d'étang en pente très très douce, des pentes globalement douces là où c'est possible, parce que la première vocation de la réserve, c'est de stocker de l'eau, donc il faut aussi de la profondeur, mais la notion de pente douce est importante, et puis sur des substrats naturels.
dans les autres facteurs, dans les autres paramètres, il y a la diversité des habitats que l'on va trouver dans et autour de cette réserve. C'est notamment dans la connexion aux autres habitats que l'on va trouver ce potentiel biologique. Donc, ça peut passer par des connexions à des haies, des prairies, des enherbements permanents qu'il peut y avoir autour. Ça va concerner également les végétations que l'on peut trouver sur les digues, sur les herbiers qu'on va trouver sur la réserve. Il faut savoir également que le trop-plein avec le déversoir et le fossé d'exutoire de la réserve peut être un habitat très intéressant, etc., etc. Donc en fait, vous voyez, l'implantation de cette réserve dans un environnement avec des habitats diversifiés va être une source d'attractivité pour la réserve. Alors j'évoquais la diversité des habitats, c'est également la diversité des végétations qu'on va trouver autour et dans la réserve, puisqu'autour d'une réserve et dans une réserve, on peut aller de milieux très secs, quand on est sur les pentes d'une digue par exemple, jusqu'à des milieux aquatiques, où là, eh bien, les critères de sélection vont se faire sur le degré d'humidité, d'hydromorphie. Donc on va aller de végétations qui sont adaptées à des milieux très secs jusqu'à des végétations aquatiques, avec tout un gradient de végétation qui va s'étager selon le gradient d'humidité que l'on va avoir sur les bords sur les berges de la réserve. Et ça, c'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais la notion de pente douce qui va être un vrai critère d'étagement de la végétation. Et puis ensuite, il peut y avoir quelques aménagements un peu plus connexes. Ça peut être parfois des îlots ou des radeaux. Et puis des aménagements de milieux aquatiques connexes à la réserve d'irrigation, comme par exemple des petites mares qu'on peut ajouter dans l'environnement de la réserve. Voilà, ce sont tous les paramètres que l'on a identifiés comme étant des facteurs de biodiversité pour ces réserves. La dernière chose qui va être très important à considérer, et c'est ce que l'on voit sur les pages 10 et notamment 11, et plus particulièrement page 11, c'est la notion d'entretien de la végétation, parce que le potentiel d'attractivité d'un habitat est également très dépendant des modalités d'entretien des végétations qu'on a dans et autour de la réserve. Bien, merci Ambroise qui partage l'expérience du réseau Arbre, entre autres. Nicolas Pied, je reviens vers vous. Donc là, vous avez démarré avec nous par la réglementation. On a vu les aspects techniques du lien avec la biodiversité avec Ambroise Becot. Alors, je reviens vers vous avec cette question. Est-ce que la réglementation, elle incite justement à une contribution sur la biodiversité? Est-ce que ça fait partie de ces aspects? Alors, à la base, la réglementation a principalement été faite sur des aspects sécuritaires et quantitatifs, mais de plus en plus, elle prend en compte ces éléments de biodiversité et ça en découle naturellement. Par exemple, la protection des zones humides, typiquement, a été, je pense, avant tout faite pour des questions quantitatives, mais la préservation des milieux humides fait en sorte que, in fine, on va préserver la biodiversité qui est liée à ces milieux. De même titre, au niveau des sages notamment, il y a de plus en plus de textes qui vont sur la protection des têtes de bassins versants. Donc, on a des chevelus en général, des chevelus de petits cours d'eau, de petits écoulements assez particuliers. Et donc, c'est des milieux aussi assez propices à une biodiversité un peu plus riche. Et donc, in fine, c'est sûr qu'aujourd'hui, la loi prend de plus en plus en compte cette question de la biodiversité et, quoi qu'il arrive, va la protéger. De plus, l'ensemble des projets aujourd'hui, pour qu'ils puissent aboutir, on vérifie s'ils ne sont pas dans des zones particulières de type les SNIEF, des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique. En quelque sorte, on est là pour vérifier s'il n'y a pas un impact négatif sur la biodiversité dans le cadre
ces zonages. Au même titre, s'il y a une zone Natura 2000, eh bien, il va y avoir des prescriptions spécifiques pour protéger en fait, les espèces et faire en sorte que les travaux n'impactent pas trop les espèces en question. Donc, on se rend compte quand même que, en effet, la réglementation prend en compte l'environnement dans laquelle, forcément, il y a la biodiversité qui est présente. Bien, alors, Ambroise Becco, je reviens vers vous. Donc, on a vu qu'il y a une sensibilité pour ces questions-là. Vous avez expliqué, en fait, les différents paramètres qu'on peut prendre en compte et puis les évidences même qu'il pouvait y avoir, finalement. Mais alors, le cœur du sujet, c'est quel intérêt pour les agriculteurs de se poser cette question-là, puisque, on le redit, c'est pas la première finalité des réserves d'eau. Alors, est-ce qu'ils ont un intérêt quand même à pousser un peu plus loin leur projet et avoir une considération environnementale pour le milieu dans lequel s'implante cette réserve? Alors, je pense que votre question elle pourrait se poser pour l'ensemble des habitats qu'on peut trouver sur une exploitation agricole. Je vais prendre un ou deux exemples. On parle usuellement de la multifonctionnalité de l'arbre. On dit que l'arbre ou la haie, il peut avoir un rôle brise-vent, de frein aux dérives, ça va être un gîte auxiliaire et à pollinisateur, un frein à l'érosion, un élément de cadre de vie. De même, les bandes enherbées, au-delà de leur aspect réglementaire pour certaines, on va aujourd'hui leur conférer de plus en plus de vocations biologiques parce qu'elles vont être attractives pour des pollinisateurs et des auxiliaires, elles vont participer au frein à l'érosion, etc., etc. Bien, les pièces d'eau, quelles qu'elles soient, ici en l'occurrence des réserves d'irrigation, peuvent aussi intégrer cette multifonctionnalité à partir du moment où elles font l'objet de ce que j'appellerais une forme d'éco-conception, c'est-à-dire qu'on intègre dans leur conception et dans leur gestion ces paramètres environnementaux. Et en fait, ici, on est tout simplement dans les principes de l'agroécologie qui visent à valoriser l'ensemble des espaces interstitiels de l'exploitation agricole. Alors, les espaces interstitiels, pour moi, ce sont tous les espaces qui ne sont pas productifs de denrées agricoles, c'est-à-dire les espaces non cultivés, mais qui font bien partie intégrante de l'exploitation agricole, qui font partie de ce qu'on appelle un agro-écosystème, c'est-à-dire tout l'environnement des parcelles. Et le principe de l'agroécologie, pour moi, c'est de tirer tirer parti au maximum des services rendus qu'on peut avoir dans tous ces habitats. Et les réserves d'irrigation font tout simplement partie. Je terminerai en disant une chose, c'est qu'on dit souvent que l'eau, c'est la vie. Et il se trouve qu'en fait, il faut entendre ici que les milieux aquatiques, en l'occurrence notamment les milieux aquatiques dormants, comme les mares ou les étangs, sont des supports de ponte et de reproduction essentiels pour toute une partie de la faune, et notamment de l'entomofaune, hein, pas uniquement des grands vertébrés. Non, il faut que je reprenne, pardon. Il faut entendre que les milieux aquatiques dormants sont des supports de ponte et de reproduction importants et des lieux d'abreuvement également importants. Et ces lieux d'abreuvement ne le sont pas uniquement pour les grands vertébrés que l'on peut connaître. Hein. Quand on parle de mares ou de plans d'eau, on voit tout de suite les sangliers s'y abreuver. C'est également le cas de toute une entomofaune qui est beaucoup plus discrète, plus petite, moins observable, mais qui utilise aussi ce type d'habitat. Et ces habitats, ces pièces d'eau dormantes sont in fine pas si communes, pas si fréquentes que ça dans les exploitations agricoles. Donc quand on en a, autant les valoriser aussi pour leur aspect biologique. Bien, merci Ambroise pour cette conviction, cette persuasion. On voit l'intérêt, effectivement. Alors, Catherine Kaplinck, à vous de boucler cet échange. Même question, finalement, vous qui êtes agricultrice dans la Sarthe et puis élue secrétaire générale à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire, quel intérêt pour un agriculteur ou une agricultrice de considérer cet aspect-là de son stockage de l'eau, de son irrigation? On voit bien l'intérêt sur l'ensemble de nos exploitations d'élevage, de polyculture-élevage, de l'intérêt des haies, l'aménagement des sites d'exploitation, à la fois paysagers pour notre confort personnel, mais aussi
pour nos animaux. Et en ce qui concerne les réserves, ça s'inscrit dans la même logique. En fait, tout ça, c'est tout à fait logique dans le domaine de la biodiversité. En fait, c'est une question tout à fait globale. Et pour nous, ça permet d'assurer la durabilité de nos exploitations agricoles. Il y a à la fois la question économique, la question environnementale et la question sociale. Parce que là, aujourd'hui, on est très concerné par le questionnement de la société civile sur ces questions. Et donc, tout ça s'inscrit dans une logique et dans un projet global. Bien, merci Catherine Kaplinck donc de faire la conclusion ainsi donc, de notre échange donc, sur les réserves d'eau et leur pertinence en termes de biodiversité. Alors, merci à chacun d'entre vous. Il ne faut pas que j'oublie. Donc, Ambroise Bécaud donc, de la Chambre d'agriculture et votre collègue Nicolas Pied également à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire et Catherine Kaplinck, je l'ai dit, secrétaire générale à la Chambre d'agriculture, Pays de la Loire. Alors, prochain rendez-vous en ligne dans le cadre du sommet de l'innovation agricole en partenariat avec le Salon Tech Élevage. Donc, mardi 5 octobre, toujours sur le thème de l'environnement. Il sera question du projet interrégional Zéro Phyto. Donc, vous pouvez suivre les vidéos, les revisionner sur les sites internet de Tech Élevage, d'Agri-Startup Summit, ainsi que sur les chaînes YouTube et les plateformes de podcast habituelles. Voilà, encore merci et à bientôt.